Je vous présente Philippe Nikonov, l'auteur d'un livre à paraître aux éditions L'Harmattan, intitulé Climat, méga-feu, inégalité, pourquoi nous n'anticipons plus. Il a consacré une bonne partie de sa vie professionnelle à étudier les coûts invisibles de la pollution. Par exemple, savez-vous que 70% des émissions à effet de serre émanent des grandes entreprises? C'est le résultat de l'expansion continue de la mondialisation capitaliste et de ses flux permanents. Les gaz à effet de serre, comme le CO2, dont on sait qu'ils ont déstabilisé le climat comme jamais. Il va développer euh, toute, cette, euh, toute cette problématique dans ces domaines de l'invisibilité des coûts de la pollution. Donc la question de base qu'on doit se poser, c'est comment on peut penser le futur. Et d'une certaine façon, ça fait le lien avec ce qui a été vu précédemment, puisque vous avez parlé de planification économique, aussi de développement des compétences régionales, de la décentralisation, etc., etc. Et ce sont des domaines dans lesquels, à chaque fois, la question du projet se pose. Systématiquement, lorsqu'il y a eu ce mouvement de renforcement du pouvoir des régions, de développement des compétences des communes, puis des intercommunalités, à chaque fois, dans ces niveaux de compétences, dans ces nouvelles institutions, la question de l'anticipation et du projet a été posée. Donc, d'une certaine façon, je dirais il y a un lien. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est comment on pense le futur. Et en fait, euh, on ne peut pas penser le futur, mais on doit penser des futurs. Parce que penser un futur, ça suppose quelque chose d'extrêmement déterministe. Or, l'avenir n'étant pas écrit, il faut se poser la question de ce qui pourrait se passer. Et traditionnellement, d'un point de vue scientifique, quand on travaille sur ces questions de prospective, moi, ça fait donc effectivement pas mal d'années que je travaille sur ces questions, on peut voir les choses de trois façons, de façon classique. Première chose, un scénario au fil de l'eau, c'est-à-dire on suit l'évolution précédente, on a une évolution, voilà, on avait quelque chose, un indicateur qui évoluait, par exemple la population qui progresse de 1% par an, ou la population qui vieillit, ou qui a une espérance de vie qui augmente de 3 mois tous les 2 ans, ou des choses comme ça. On se dit, bah, cette évolution va se poursuivre dans les années qui viennent. On peut, de l'autre côté, avoir un scénario volontariste et se dire, bah, tiens, par exemple, on va travailler sur l'allongement de l'espérance de vie en luttant, par exemple, de façon très très forte contre les maladies infantiles, contre la mortalité infantile, etc., etc. En Europe, dans le monde, etc. Donc ça, c'est un scénario volontariste. On se fixe un objectif et on se dit qu'on va se donner les moyens de l'atteindre. Et puis, il y a un troisième scénario, le scénario de l'inacceptable. Je prendrai une image. Les astrophysiciens, par exemple, travaillent sur ce qu'on appelle les géocroiseurs. C'est-à-dire, bah, ils font du travail scientifique et ils se disent qu'est-ce qui se passe si on a un gros astéroïde qui dépasse 1 kilomètre qui vient percuter la Terre. Là, bon, ils travaillent sur ces hypothèses-là. Et bien, travailler sur le futur, c'est travailler sur ces trois hypothèses. Ce sont des hypothèses qui sont, on pourrait imaginer qu'elles sont techniques, en réalité, elles sont très politiques, puisque derrière, il y a des points de vue qui s'expriment. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est inacceptable? Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Tout ça, c'est des sujets évidemment profondément politiques. Donc derrière l'aspect technique, il y a au fond des choix de société. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir à la question du futur. Donc je vais développer un petit peu ces aspects-là. Le fil de l'eau, c'est une évolution, donc sans grande rupture. Mais en même temps, quelque chose qui est sans rupture, ça ne veut pas dire il n'y a pas à l'intérieur de ce mouvement relativement stable, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de changement qualitatif à l'intérieur de cette évolution. Il peut y avoir des progressions, des évolutions qui ne soient pas visibles dans les statistiques, qui ne soient pas visibles de façon globale, vous voyez. Donc une progression toute simple ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. On dit souvent qu'on ne se baigne pas 2 fois dans la même eau. C'est toujours le même fleuve, mais c'est vrai que c'est pas la même eau. Il y a quand même eu des changements. Donc, il ne faut pas confondre évolution au fil de l'eau avec manque de dynamisme. Et c'est le discours qui est aujourd'hui beaucoup mis en avant pour dire que tout ce qui s'est passé n'est pas assez dynamique. Il faut rompre, il faut, hein, il faut être disruptif.
et donc aller vers des scénarios volontaristes. Hein. Le disruptif, c'est ça. C'est tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est assez médiocre. Euh, on n'a pas évolué assez fortement. Ce sont les changements ne nous permettent pas de nous adapter, etc., etc. Et donc, il faut du disruptif. Donc, on a des discours qui sont volontaristes en disant nous allons rompre. Mais là aussi, rompre avec quoi? On peut rompre avec des tendances passées, d'accord, mais cette rupture, elle peut aussi cacher un discours de propagande aussi, pour dire que ce qui existe, finalement, ne fonctionnait pas. Alors que, par exemple, la sécurité sociale, c'est un dispositif qui va sur ses 80 ans et qui est très jeune d'esprit. Il est encore tout à fait adapté à notre... Bien sûr qu'il doit connaître des évolutions, mais pas nécessairement des destructions présentées comme une progression, une amélioration et une adaptation au monde moderne. Ensuite, le troisième type de scénario, donc je l'ai dit, c'est le scénario de l'inacceptable, où là, bah, évidemment, on met en avant, on étudie des phénomènes qu'on juge inacceptables, c'est-à-dire des phénomènes catastrophes, etc. Alors on les présente comme inacceptables, c'est le choix des termes qui étaient employés il y a une quarantaine d'années lorsque ces travaux étaient développés. Inacceptable, ça voulait dire qu'on ne les accepte pas. Et donc, ce phénomène-là, on va lutter contre. D'accord? Par exemple, un scénario catastrophe. Je suis reparti en marche arrière. Voilà. Et en fait, le scénario qui est le plus utile scientifiquement et politiquement, c'est le scénario de l'inacceptable. C'est celui-là qui permet de réfléchir au futur, à condition, évidemment, de ne pas présenter ce scénario comme un repoussoir. Je prends l'exemple des discours qui affirment que les régimes de retraite vont à la faillite si on n'allonge pas la durée de travail. Dans ces discours, si on recule pas l'âge de départ, on est dans l'inacceptable. Mais en même temps, on peut se poser des questions par rapport à ça. On sait par exemple qu'il y a une stagnation de l'espérance de vie. Dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, l'espérance de vie a chuté. Et si on se projette dans le futur, justement, on peut dire, mais l'inacceptable n'est peut-être pas ce qu'on croit. L'inacceptable, c'est peut-être que, tenant compte des contraintes qui viennent, l'espérance de vie diminue. Le réchauffement climatique, par exemple, va beaucoup jouer sur les organismes, à la fois au travail et dans les maisons si elles ne sont pas isolées. Donc, des questions de santé peuvent se poser. Il y a les questions de l'obésité, il y a les questions de la malbouffe qui se traduit par du diabète, du cholestérol, de la mortalité. Il y a la dégradation du service public qui fait que la qualité de soins peut être plus faible. Et finalement, se présupposer que l'espérance de vie va augmenter, c'est un présupposé, c'est un élément, c'est peut-être un élément de propagande sur lequel il faut réfléchir. Voilà. Donc, quand on est sur cette question-là, on doit justement éviter les arguments simplistes. Vous voyez, bon, il faut reculer l'âge de la retraite parce que les gens vivent plus longtemps. Si justement on veut se projeter dans le futur, examinons aussi ce présupposé, on va vivre plus longtemps. Ça n'est pas certain, loin de là. Voilà. Euh, donc, si on biaise les analyses, si on truque les arguments, ben, on fait de la propagande d'une certaine façon et on n'est plus dans une hypothèse de recherche. On est dans la justification d'une stratégie politique. Et travailler sur le futur, c'est précisément reposer les éléments, avoir une vision la plus transversale possible, interdisciplinaire, et interroger tous les arguments mis en avant. J'ai pris cet exemple de la retraite, ce n'est pas la peine que je le reprenne, mais je pense qu'il est parlant. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, quand on réfléchit au futur, euh, comme je l'ai dit, le scénario le plus intéressant, c'est celui d'inacceptable. À quoi il sert? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se faire peur? D'abord, on dit souvent que les enfants ont besoin de se faire peur pour grandir. Donc, on apprend aussi un certain nombre de choses, mais plus généralement, de façon plus sérieuse, euh, prendre en compte des hypothèses de catastrophe ou des hypothèses de rupture avec une tendance, euh, c'est essayer de regarder objectivement la probabilité d'un risque. C'est pas refuser la question du risque, indépendamment des dépenses qui seraient nécessaires ou des actions à engager pour se protéger ou pour éviter ce risque. Et on verra que cette question-là, elle est fondamentale. C'est-à-dire, et on le verra notamment au travers de la question du climat, des ruptures climatiques, si on veut regarder la question du futur et évoquer la question du changement climatique,
on doit aussi prendre en compte la question des dépenses nécessaires pour se protéger contre ces ruptures. Donc, le premier aspect, à quoi ça sert de réfléchir, de prendre en compte des scénarios inacceptables, des scénarios de catastrophe, c'est essayer d'avoir un regard objectif sur des choses qui sont possibles. Pas nécessairement probables, mais possibles. Il faut regarder tous les possibles. Deuxièmement, lorsqu'on a fait ce travail, c'est informer les décideurs politiques. Prenons, on va prendre quand même allez, trois exemples. Première chose, au début des années 90, des scientifiques qui disent, ben voilà, nous émettons beaucoup plus de gaz à effet de serre depuis un certain nombre d'années. Ces gaz ont tendance à réchauffer l'atmosphère. Si on continue comme ça, il y aura un déséquilibre qui va se produire. Et il y a 30 ans, on parlait déjà de ce qui se passe aujourd'hui. Ça, il y a aucun problème, de la fonte des calottes polaires, enfin bon, etc., etc. Donc, travailler sur ces hypothèses, ça permet d'informer les politiques. De la même façon, travailler sur les méga-feux, indiquer les changements, les ruptures dans les modèles agricoles, la monoculture forestière, tous ces éléments-là, les extensions urbaines mal maîtrisées, tous ces éléments-là créent les conditions de feux importants. Dans un contexte de sécheresse accrue pendant des semaines ou des mois, ça crée les conditions de méga-feux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Aussi, c'est la possibilité d'informer les politiques en leur disant, voilà la question qu'on va avoir. Troisième question troisième angle qu'on peut avoir, c'est les nouvelles technologies, avec notamment l'intelligence artificielle qui est surestimée en fait. L'aspect intelligence est surestimé. Ce qu'il faut surtout voir, c'est la capacité à stocker des masses gigantesques d'informations et à partir de ce stockage d'informations, faire des analyses sur les comportements d'achat, etc. Mais ça va aussi avec la possibilité d'automatiser énormément d'activités productives et de faire ce travail d'automatisation dans un cadre mondialisé. Si c'est moins cher d'avoir un ingénieur qui construit des automobiles en Chine, sachant que l'accès au plan sur le véhicule projeté, il va arriver en un centième de seconde à Paris, enfin à Billancourt ou au technocentre de Renault, ben, l'entreprise a tout intérêt à réaliser cette opération-là. Donc, travailler sur des scénarios de l'inacceptable, c'est mettre en avant ces questions-là. L'intelligence artificielle, potentiellement, c'est une activité qui peut réduire l'emploi parce elle est prévue pour ça. C'est fait pour dégager de la rentabilité. Comme on est dans des activités où la masse salariale est souvent le principal poste de dépense, c'est parfaitement logique qu'une entreprise privée cherche à réduire ses dépenses. Elle est là pour ça. Elle est là pour faire du profit, elle n'est pas là pour faire société. Donc, évidemment, le chercheur ne va pas indiquer la dernière phrase comme ça aux politiques, mais il peut mettre en avant le risque en disant, voilà, il y a un risque sur l'emploi qui peut être lié à l'introduction des nouvelles technologies. Il y a un risque d'incendie tenant compte de l'état du parc forestier, de l'absence d'entretien, de la réduction des moyens de l'Office national des forêts, etc., etc. Donc, on prend un vrai risque d'incendie. Et il y a un risque sur le climat tenant compte d'une activité économique mondialisée où on a spécialisé les productions sur un plan international, où par définition, on fait circuler la marchandise d'un pays à un autre parce que c'est beaucoup plus rentable de procéder comme ça. Et par conséquent, on a une logique d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et donc une logique de réchauffement. Voilà. Donc ces éléments-là, un scénario de l'inacceptable, il est là pour ça. Il est là pour prendre en compte ces éléments et pour informer le politique sur ces questions-là. D'accord? Mais et c'est là que le deuxième sujet vient, et on en vient au visible et à l'invisible. Le problème, c'est que structurellement, dans une économie marchande capitaliste, on a une inégalité dans l'information. Je vais m'expliquer le plus rapidement possible pour qu'on puisse avancer. Une entreprise, s'il est intéressant, par exemple, de produire des roses au Kenya, c'est le cas, hein, si on gagne 20 centimes d'euros par rose produite au Kenya par rapport à des roses qui seraient produites en France, voilà. Il y a tout intérêt à produire ces roses au Kenya. C'est beaucoup plus, on gagne 20 centimes par rose et il se trouve qu'on apporte 100 millions de roses du Kenya. Donc il y a beaucoup d'argent à gagner en fermant les productions horticoles en France et en important ces roses du Kenya. Donc pour une entreprise, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le compte de résultat d'entreprise, on va constater qu'elle dégage de la rentabilité, bingo, c'est bien joué, elle a fait son boulot, elle a gagné de l'argent. Sauf que, pour gagner de l'argent, on a fait venir ces roses en avion, et donc on a généré des gaz à effet de serre.
on a généré donc quelque chose qui crée du réchauffement. Pendant longtemps, ce réchauffement n'est pas visible. Donc, d'une certaine façon, les conséquences du comportement des entreprises sont invisibles. Mais la généralisation d'une économie mondialisée basée sur un échange, le maximum en fait de la marchandise des pays à un autre, d'un continent à un autre, tout ça, ça a généré une augmentation considérable des émissions de CO2. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, mais en 1995, quand vraiment on a commencé à dire que ça commençait à être un peu chaud, on était à 25 milliards de tonnes de CO2 émis. On en est à 40 milliards et on prévoit 50 d'ici 2030. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour l'entreprise? C'est comment dire, les émissions qu'elle génère, c'est quelque chose d'invisible. Vous voyez, c'est un coût qui n'est pas comptabilisé dans le coût de l'entreprise, mais c'est un coût collectif. Jusqu'à il y a quelques années, on ne le voyait pas vraiment. Maintenant, ce coût collectif, on commence à le voir. Il y a des inondations, il y a des méga-feux, il y a des sécheresses, il y a des maisons qui se dégradent parce que les alternances de la mousson qui s'installe en Europe, un temps très sec pendant plusieurs mois et un temps très humide et très pluvieux pendant plusieurs mois, il y a des millions d'habitations qui se craquellent parce que le sous-sol s'est desséché, puis les sous-sols calcaires se gonflent d'eau, etc., etc. Bon. Tout ça, ces éléments qui étaient invisibles deviennent visibles collectivement. Pour autant, ils ne peuvent pas être immédiatement rattachés à l'entreprise. Ça, c'est une question importante quand on réfléchit à une dimension prospective. Le problème, c'est que si on oublie cette dimension-là, on fait une prospective partielle. D'accord. Donc, on va retenir pour le moment que l'entreprise, dans son fonctionnement, elle a un coût interne et il y a un coût externe qui n'est pas visible, qui n'est pas comptabilisé, qui est collectif. À l'inverse, la puissance publique, quand elle intervient, ce qui est visible, c'est la dépense des salaires, alors des médecins, des enseignants, des personnels de crèche, des aides-soignants, enfin, tout ça, c'est une dépense. C'est un pognon de dingue. Voilà, c'est une dépense. Mais ce que cette dépense apporte à la société est invisible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer ce que ça va rapporter collectivement. Je prendrai un exemple, puisque j'étais sur la question du climat, une piste cyclable. Collectivité investie dans une piste cyclable. On peut imaginer que des gens, plutôt que de prendre leur voiture, vont prendre des vélos, voire des vélos électriques, etc. Donc, on va voir la dépense, pardon, mais on aura à moins de faire des enquêtes de terrain, on aura un peu de mal à savoir les effets de substitution que ça aura fait. Et on aura encore plus de mal à estimer les effets sur la santé. On sait que l'automobile, enfin, l'utilisation des véhicules, ça génère des maladies pulmonaires, des décès, etc. Mais on ne peut pas rattacher cette dépense localisée à une réduction des maladies pulmonaires. Il y a un ensemble de contraintes, d'enjeux qui font que tout dépend de la façon de vivre de la personne, de là où elle vit, si elle utilise, je ne sais pas, énormément de produits chimiques pour nettoyer sa maison, des désherbants, enfin, vous voyez, donc tout un tas de, tout ce qu'on appelle le cocktail chimique, on ne connaît pas individuellement la situation des gens, donc on ne pourra pas estimer ce que la dépense publique a généré. Et donc, on est devant une contradiction dans notre système qui avantage l'entreprise privée. La dépense de l'entreprise est bien comptabilisée, mais le coût de l'entreprise est mal comptabilisé. Pour l'État, c'est la même chose. Sa dépense est bien comptabilisée, mais son coût, et mais là, du coup, l'inverse, les avantages que la dépense publique génère, cet avantage-là est sous-estimé. Et donc, structurellement, on a un avantage à l'entreprise et on va dire une défaillance, un point faible pour la puissance publique. Mais quand on réfléchit au futur, on est obligé d'intégrer cet aspect-là. Et l'avantage du changement climatique, sa grande qualité, si je puis dire, c'est que maintenant, il est visible. Auparavant, ce qui était visible, c'était Lubrizol, c'était du nitrate d'ammonium qui est stocké au port de Beyrouth. Et on sait que le nitrate d'ammonium, quand il fait plus de 30 degrés, il a tendance à exploser. Il se trouve que Beyrouth est plutôt dans une zone chaude. La France commence à le devenir, etc. On a énormément de stocks de nitrate d'ammonium. On doit avoir un quart du stock mondial. Et donc, potentiellement, on va avoir des dégâts. Mais ils seront localisés. Donc, on pourra identifier un responsable. De même, les boues rouges de Montellison, si ça vous dit quelque chose en Corse, il y a une trentaine d'années, tous ces éléments-là, on peut identifier un pollueur. Le changement climatique, le gros avantage des entreprises jusqu'à présent, c'est que ça n'était pas visible. Un, on ne peut pas rattacher une émission locale de CO2 à un réchauffement local. Ça ne marche pas comme ça.
la quantité de CO2 est la même qu'on soit dans le Bhoutan ou qu'on soit à Détroit du temps où il y avait des usines automobiles. C'est le même. Ça se diffuse sur l'ensemble. Donc, on ne va pas pouvoir rattacher localement. Donc, ça, c'est pratique pour l'entreprise. Mais maintenant, les choses ont tendance à se retourner, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette logique d'entreprise qui est parfaitement cohérente, puisque le but de l'entreprise privée, c'est de faire de l'argent, donc dégager du profit, cette logique génère un coût collectif. Et donc, si vous voulez, l'intérêt, quand on travaille sur l'avenir, la prospective, c'est que ce qui était invisible devient visible. Et pour des gens qui travaillent sur, alors c'est le hasard, parce que moi, mes pistes de travail sont les miennes depuis très longtemps, mais pour des gens qui travaillent sur les questions de la mondialisation, c'est intéressant de voir que la mondialisation et la démondialisation ont à voir avec l'évolution du climat. Il y a quelque chose à voir, c'est-à-dire que dans une conception de l'économie basée sur la rentabilisation, c'est l'objectif final. La rentabilisation, si on doit produire ces pots de yaourt en Chine parce que ça fait gagner 1 centime du pot de yaourt, on produit en Chine. Si produire du gaz de schiste, ça génère 10 centimes d'euros, mais que ça, la fracturation hydraulique, enfin, il y a énormément de produits chimiques, les nappes phréatiques sont profondément polluées, les habitations aussi ont tendance il y a des microséismes, des centaines de microséismes chaque jour, les habitations sont esquintées, etc. Tous ces coûts ne sont pas pris en compte par l'entreprise. Voyez. Et donc là, on est maintenant dans une période de changement qui est intéressante parce qu'on peut montrer que globalement, ce fonctionnement économique a atteint ses limites. Le modèle capitaliste de développement atteint ses limites historiques, comme certains modèles économiques avaient atteint les leurs. D'accord. Donc voilà, donc travailler au futur, c'est prendre en compte ces éléments. Et moi, j'emploie souvent l'expression effet lampadaire. Alors, un effet lampadaire, c'est quoi? Je vais donner la petite blagounette d'abord et expliquer ensuite. Vous croisez le soir quelqu'un, après vos différentes réunions, un membre du Pardem qui a abusé de la boisson. Et ça n'est pas possible. Alors qu'il est très fatigué. Voilà. Alors un autre parti, voilà. Bon, alors voilà. Bon, voilà, un affreux hein, qui a abusé de la boisson. Il est sous un lampadaire et il cherche les clés de sa voiture. Vous l'aidez à chercher ses clés et vous constatez au bout de 10 minutes qu'elles n'y sont pas. Vous lui demandez, vous êtes sûr que c'est là que vous les avez perdues? Il répond non, mais c'est là qu'il y a la lumière. Eh bien, quand on travaille sur ces questions-là, c'est la même chose. La lumière, en fait, c'est l'aspect monétaire. L'entreprise a des coûts directs, salaire, matières premières, coûts de transport, assurance, tout ce qu'on veut, fret, mais il y a des coûts indirects qui ne sont pas intégrés. Ces coûts indirects, c'est l'effet lampadaire. Comme il n'y a pas la lumière dessus, on fait comme si ça n'existait pas. Et ça a très bien marché pendant un bon demi-siècle. En gros, les émissions de CO2 ont commencé à augmenter de façon visible à partir des accords de Bretton Woods. On va dire que c'est un peu le hasard, mais c'est quand même intéressant parce que c'était des accords qui visaient la simplification et le développement du commerce international. Voyez. Et ce qui c'est resté invisible pendant trois quarts de siècle, aujourd'hui, on commence à avoir une visibilité. Donc, l'effet lampadaire touche à sa fin et c'est quelque chose qui est intéressant quand on veut réfléchir au futur. On peut plus facilement poser la question d'un inacceptable qui peut arriver demain, quoi. Voyez. Donc ça, c'est le premier aspect qu'on doit se poser. C'est celui de la découverte de ce qu'on appelle les externalités négatives. C'est le terme qui est employé, c'est-à-dire des coûts externes qui ne sont pas pris en compte par l'entreprise dans son fonctionnement. Alors qu'à l'inverse, la puissance publique a des externalités positives qui elles-mêmes ne sont pas mesurées. Si on prend l'exemple d'un éducateur, par exemple, on imagine un gamin qui est un peu borderline, etc., qui pourrait un peu partir en vrille. Eh ben, il peut peut-être découvrir avec un super prof, avec un éducateur, je sais pas, le théâtre, la musique, etc., ben, plutôt que poser des problèmes dans la société, se retrouver en prison et donc représenter un coût collectif, il va avoir une vie un peu plus sympa, devenir musicien ou en tout cas simplement avoir du plaisir dans la vie, mener une vie sympa et donc, ne pas être un coût pour la collectivité. Ben, en fait, cet éducateur ou ces éducateurs ont généré une externalité positive. Ils ont fait société. Mais faire société, ça compte pas. Voyez. Donc, c'est ça, ces éléments-là qu'on doit prendre en compte euh, dans la réflexion sur le futur. Et je vais l'argumenter par un exemple. Donc, je vais revenir plus en détail sur la question du climat. En 1995, des scientifiques ont réalisé pour le compte de la Commission européenne une étude sur le coût d'une tonne de CO2.
avec le constat qu'on connaît depuis des décennies, hein, on le savait déjà bien avant, hein. Le film, par exemple, Soleil Vert, en 1972, parlait déjà de la question des gaz à effet de serre et du réchauffement. Donc, ces scientifiques ont travaillé sur la question du réchauffement en disant, ben, voilà ce qu'une tonne de CO2 peut coûter collectivement. Ils ont fait trois hypothèses. Une hypothèse, j'ai actualisé les prix, hein, puisque l'étude date de 95, j'ai actualisé les prix par rapport à l'inflation moyenne européenne. En 95, il n'y avait pas l'euro, hein. Euh, donc, une hypothèse basse, une tonne de CO2 coûte collectivement 4 euros, c'est-à-dire que pour éliminer tout le CO2, enfin, en dehors des puits, enfin, je passe au détail, mais enfin, en gros, hein, pour éliminer le CO2, pour neutraliser cette question, il faudra investir 0,3% du PIB mondial. Ils émettent une hypothèse moyenne qui dit, bah, en fait, ça pourrait être 50 euros. Et dans ce cas-là, ça représente 4% du PIB mondial. Et ensuite, ils émettent une hypothèse élevée en disant, ben voilà, le cumul peut être celui-ci, fonte des glaces, réchauffement rapide du permafrost, enfin, du permagel, etc., etc. On serait sur 150 euros par tonne. C'est les prix à l'époque, hein, voilà, en conversion, soit 11,9% du PIB mondial. Donc, ils ont trois hypothèses. On va dire, mais ça nous ramène un petit peu à l'hypothèse au fil de l'eau, la petite hypothèse basse, et hypothèse inacceptable, l'hypothèse haute. Ça nous ramène dans ce schéma-là. Étonnamment, ce n'est que l'hypothèse basse qui a été retenue par la suite. Et par exemple, le marché européen des émissions, des droits à polluer, hein, hein, qui a été créé en 2005, il me semble, ce marché a toujours été basé sur finalement, c'est calé sur l'hypothèse la plus basse. C'est-à-dire qu'on a dit aux entreprises, le marché est parfaitement capable de gérer ce problème-là. On va créer un marché. Les entreprises qui, par exemple, euh, polluent, mettons en Inde, en Chine, etc., réduire les pollutions là-bas, ça ne coûtera pas très cher. Et donc, on fait des mécanismes de compensation. On peut s'acheter des permis d'émission, etc. Le marché a la capacité à gérer. Si on a le combo marché plus technologie nouvelle et liberté d'entreprendre et des réglementations, etc., ça va bien fonctionner. On réglera le problème. Et donc, on a eu un niveau d'émission, pardon, un niveau de prix de la tonne de CO2 sur ce marché complètement dérisoire. Si vous regardez, hein, 2005, 21 euros, 2013, 4 euros, 2014, 5 euros, on est au niveau du prix de 1995, inflation exclue. Donc, le marché, c'est basé sur l'hypothèse basse. Et les pouvoirs publics, ayant laissé faire le marché, les pouvoirs publics et les institutions européennes, françaises, mondiales, etc., ont validé l'hypothèse basse, d'une certaine façon, en disant que si on laissait faire le marché, on réglerait le problème et qu'il n'y avait pas besoin d'investir davantage. Sachant que ce marché des émissions ne concerne que 50% des émissions. Les autres sont émises gratuitement, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte sur à peu près 50% des émissions. D'accord? Donc, on a eu ce phénomène-là qui s'est produit. La seule hypothèse qui a été validée, c'est l'hypothèse basse. Les deux autres hypothèses ont disparu des études successives. L'étude de 1998 de la commission des mêmes scientifiques excluait l'hypothèse haute et ne retenait que les hypothèses basses. Et les travaux successifs des pouvoirs publics français, européens, etc., se basaient tout le temps sur les hypothèses basses. L'hypothèse haute, elle était considérée comme inacceptable au sens que, si vous voulez, dans la recherche sur ces sujets, il y a souvent l'idée que quand on a euh, un scénario qui s'éloigne de la moyenne, on a tendance à l'enlever. Mais la tradition consiste à enlever l'hypothèse la plus basse et l'hypothèse la plus élevée pour obtenir l'hypothèse moyenne. Là, ce qui est original, c'est que l'hypothèse basse et l'hypothèse moyenne ont été conservées, mais pas l'hypothèse haute. D'accord? Donc, d'une certaine façon, on peut dire que l'idée de dégâts climatiques importants a été rejetée par les institutions internationales il y a 30 ans, pratiquement 30 ans, et qu'on est resté sur une valeur minorée. Et c'est logique. C'est logique, puisque si on retient l'hypothèse haute, il aurait fallu consacrer 12% du PIB à peu près à lutter contre le réchauffement climatique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des impôts, des impôts sur les émetteurs de CO2. Ça veut dire de la réglementation. Ça... Non, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Ça. Ça veut dire un ensemble de dispositifs qui contredit complètement la foi
dans l'idée que le marché et la technologie nouvelle savent régler tous les problèmes. D'accord? Donc voilà, donc si vous voulez, le scénario, j'insiste là-dessus, le scénario de l'inacceptable, depuis une trentaine d'années, est exclu des travaux de recherche parce que le scénario de l'inacceptable oblige à revenir sur le dogme de l'efficacité du marché et sur le dogme de la technologie qui règle tous les problèmes. D'accord? Et c'est, si vous voulez, on est aujourd'hui dans ce contexte-là de réintroduire le scénario d'inacceptable en montrant en quoi il est cohérent. Il est cohérent dans le sens où on a bien ce phénomène de réchauffement, on le voit, les dégâts sont visibles, et précisément les travaux d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que les différents travaux, que ce soit même France Stratégie ou l'INSEE, tablent sur à peu près le coût d'une tonne de CO2, ce serait autour de 250 euros. Eh bien, 250 euros en 2022, c'est l'équivalent de 150 euros en 1995, actualisé de l'inflation européenne moyenne. C'est-à-dire que la réalité a validé l'hypothèse inacceptable de 1995. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant parce qu'ayant laissé faire les logiques de marché, le dogme, voilà, les grands prêtres ont validé l'idée que le marché, la technologie, la libéralisation, la déréglementation, la privatisation, tout ce qu'on veut, tout ça permettrait un fonctionnement harmonieux, qu'on allait vivre, euh, que la vie sera un long fleuve tranquille. Ben, la réalité est complètement différente et c'est l'hypothèse inacceptable de 1995 qui devient l'hypothèse standard 30 ans après. D'accord? Et ici, j'ai mis en parallèle l'évolution du coût environnemental d'une tonne de CO2. Donc, vous voyez, c'est la courbe du haut, c'est le 150 euros actualisé avec l'inflation. Ça nous amène à quasiment 250 euros en 2020. Et en bas, cette espèce d'électroencéphalogramme plat, c'est le prix de marché. D'accord? Donc, on voit bien que le prix de marché est resté décalé. Et si on veut s'amuser, on peut même dire, du coup, ça correspond à une subvention aux entreprises. On est d'accord? Hein, la différence entre les deux. Puisque le coût de leur activité n'est pas intégré dans de- dans leur coût réel, eh ben, cette différence-là est une subvention. La subvention, elle était de 150 euros en 1995 quand il n'y avait pas de marché du CO2. Elle est aujourd'hui de 225 euros, puisque le prix du marché est à 25 euros, et que le coût d'une tonne de CO2 est maintenant à 250. Donc la subvention aux entreprises a augmenté malgré le problème du réchauffement climatique. Et le scénario de l'inacceptable, c'est celui-ci. Et vous voyez, alors, voilà, un premier graphique qui montre les évolutions des émissions de CO2 depuis le début du XXe siècle. On voit bien la rupture, les années 40, guerre, bon, ça. Et c'est surtout à partir de 1950 qu'on a ce mouvement de progression des émissions de CO2. On peut mettre ça en parallèle avec l'évolution du commerce mondial. Si on le prend en base 100 en 1950, le commerce mondial est passé d'une base 100 à une base quasiment 4000. Donc il a progressé massivement. C'est logique, c'est parfaitement logique. Comme je l'ai dit, s'il est rentable de produire en Inde, en Chine ou au Pakistan des vêtements et de gagner 20 centimes par vêtement, on le fait. Sauf que, les conditions de production sont peut-être pas les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de droits sociaux, il n'y a pas de sécurité sociale, mais il n'y a aussi pas de protection. Si vous voulez, Bhopal, c'est des accidents massifs, quoi. Hein, c'est des centaines et des centaines de morts. Donc, par définition, il y a une forte probabilité qu'il y ait davantage d'émissions de CO2 dans le pays non développé parce que c'est beaucoup plus rentable. Mais en plus, il faut transporter la marchandise et la faire venir ici. Et là, on est dans l'escroquerie. Je vous donne, par exemple, vous savez que la France ne cesse de dire nos émissions ont baissé. Ben oui, comme on produit plus, par définition, nos émissions baissent. Et l'Europe, c'est la même chose. Sauf que si on fait le bilan total, la France produit sur son sol environ, de mémoire, 475 millions de tonnes de CO2 et on importe 460. Vous voyez, ces deux évolutions sont parallèles. Bien sûr, elles ne sont pas totalement connectées, mais il y a une cohérence. Et c'est cette cohérence-là qui fait le scénario de l'inacceptable aujourd'hui. Et c'est pour ça que les choses peuvent se retourner, si vous voulez. Je le redis, ce qui était invisible et ce qui reste toujours invisible dans le coût immédiat de telle entreprise particulière est devenu visible collectivement.
C'est-à-dire que nous voyons maintenant collectivement le coût du fonctionnement d'une économie mondialisée et hyper spécialisée. Et c'est un enjeu vraiment très intéressant. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on est confronté à un choix, c'est que au fond, on a un modèle qui est gourmand en CO2, économe en emploi et riche en profit. Ce modèle-là ne fonctionne plus. Il a atteint sa limite historique. C'est une réalité, c'est un fait. En face de ce futur possible, il y a donc un autre futur possible, pas facile, mais à envisager, qui serait un modèle plutôt économe en CO2, économe en profit et riche en emploi. C'est ça peut-être l'alternative qui se pose aujourd'hui et qui est une alternative qui pose vraiment la question de la mondialisation et de la démondialisation. C'est-à-dire que dans une logique économique de spécialisation internationale, par définition, on crée du CO2, par définition, on réduit l'emploi puisque le salaire, c'est l'élément clé de la dépense de beaucoup d'entreprises. Et par définition, on crée des méga-feux, des inondations, etc., parce que on a réchauffé le climat et même on crée des pandémies. Tous les épidémiologistes le disent. Une économie hyper spécialisée, une agriculture industrialisée, chimisée, une urbanisation non contrôlée, une déforestation massive, tout ça crée les conditions de pandémie généralisée. Donc on a vraiment un combo euh, qui s'est structuré de façon, je dirais pas diabolique, parce que c'est logique, il n'y a rien de diabolique dans ce fonctionnement. Une entreprise privée est là pour faire du profit, point. Soit elle est cadrée, soit elle n'est pas cadrée. Si elle n'est pas cadrée, elle fait du profit jusqu'au bout. Euh, et donc, on est confronté à deux futurs possibles. On a un futur inacceptable pour la majorité de la population mondiale, c'est ce futur gourmand en CO2, gourmand en profit et pauvre en emploi. Et il y a un autre futur inacceptable pour les gens très très riches, qui est un futur beaucoup plus pauvre en profit, beaucoup plus économe en CO2, mais beaucoup plus créateur d'emplois. Parce qu'on comprend bien que rompre avec cette logique de mondialisation, par définition, c'est favoriser du circuit court, etc. Si à chaque fois qu'on impose qu'il y a une production et que la tonne de CO2 est facturée 250 euros, on va aller vers du circuit beaucoup plus court. Le modèle Amazon ne tient pas debout. Il est intenable. Le modèle des data centers non plus. Les data centers, c'est une consommation d'énergie absolument massive. Les crypto-monnaies, c'est une aberration économique, écologique, institutionnelle. C'est une substitution aux États. C'est la légalisation du blanchiment d'argent massif, etc., etc. Donc, on a aujourd'hui, si vous voulez, l'avantage de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes en termes climatiques, l'avantage, c'est que les choses deviennent visibles. Et donc, il est possible d'avoir des arguments. Et ce qui est intéressant, dernier petit point, aujourd'hui, donc, on est à environ, à peu près ce qui était annoncé en 1995 dans cette étude. Je précise que j'ai absolument rien à voir avec ça. Moi, je l'ai lu à l'époque avec passion. Je trouvais que c'était hyper intéressant de lire ça. Ils annonçaient environ 12% du PIB mondial à consacrer à la lutte contre le réchauffement climatique dans l'hypothèse la plus élevée. Aujourd'hui, si on prend ces hypothèses-là, on a 40 milliards de tonnes à 250 euros la tonne, ça fait 10 000 milliards d'euros. Ça représente 12% du PIB mondial. Donc ça représente vraiment le chiffre qu'ils mettaient en avant à l'époque. Et ce qui est très amusant, c'est que si on regarde la répartition de la valeur ajoutée, là je n'ai les données que sur la France, mais au niveau mondial, le phénomène est encore plus élevé. Si vous regardez en 1980, au moment où Reagan, Thatcher et d'autres arrivent au pouvoir, la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est 75%. La part des salaires dans la valeur ajoutée, elle est passée en l'an 2005, elle est passée à environ 66% et elle est aujourd'hui à peu près à 63% en France. Au niveau mondial, la part des salaires dans la valeur ajoutée est plutôt descendue à 56-57%. Et ce qui est amusant, c'est que la part des salaires dans la valeur ajoutée mondiale a baissé d'au moins 12% en 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ben, on peut dire qu'on peut financer une action climatique drastique qui rompe avec le modèle économique dominant, quoi. C'est-à-dire une rupture avec la mondialisation est une possibilité. Alors évidemment, c'est quelque chose de tout à fait global.
mais il faut retenir l'idée que ça reste du domaine du possible. Et donc, du coup, le scénario de l'inacceptable qui est à défendre, c'est plutôt celui euh, d'une intervention publique forte, structurante, pour rompre avec ce modèle économique, avec tous les changements que ça représente, c'est-à-dire de la réglementation, nationalisation en deux mots, hein, euh, et de la fiscalité environnementale. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis allé plus vite que prévu, mais l'idée, c'était de laisser un peu la place à la discussion.